Bonjour, donc Stéphanie Poilpré, effectivement ergonome en Mayenne, dans un service de prévention et de santé au travail interentreprise. Donc je suis diplômée en fait de la promo de 2020. Donc je suis donc ergonome depuis octobre 2020 dans ce service, mais salariée depuis 2007. Donc j'avais un autre parcours avant. Et je mène des interventions auprès des entreprises adhérentes du secteur privé et pour tout type de secteur d'activité. Donc mes interventions, elles sont en fait sur des champs assez vastes. Ça va du conseil, sensibilisation, souvent les questions de travail sur écran. On a aussi des interventions qui sont plutôt sur des études centrées postes de travail. Là aussi, on va retrouver souvent des postes de travail sur écran. Et ensuite, on a la chance d'avoir des interventions qui vont plus largement sur l'accompagnement à la transformation. Et là, c'est plutôt des demandes portées par des problèmes, alors soit qui viennent du médecin du travail, soit des entreprises, et de plus en plus des demandes concernant l'accompagnement à la conception. Et tout ça peut être lié et en fait peut évoluer, puisqu'on peut partir de conseils et évoluer vers des interventions un petit peu plus globales. Donc comme je vous disais, les demandeurs, ça peut être des entreprises, c'est aussi le médecin du travail et l'équipe pluridisciplinaire. Donc moi, je voulais vous présenter en fait une intervention que j'ai menée en 2021-22, qui m'a assez interpellée finalement, et je trouvais intéressant de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Excusez-moi pour le son. Donc du constat de l'entreprise à la proposition de l'ergonome quand la transformation est là où on ne l'attend pas. Donc c'est une intervention que j'ai menée dans une entreprise en Mayenne, l'entreprise Celloplast, qui est spécialisée dans la négoce d'équipements de jardin et d'agriculture. Donc ça va du tuteur pour les tomates à de la serre de jardin, à de la bâche, à des agrafes, voilà. Donc, des produits très divers. Et l'effectif au moment de l'intervention, on était à plus de 130 salariés. Maintenant, on est un petit peu moins. Le périmètre de l'intervention va se situer au niveau du secteur logistique et sur les postes de préparateurs de commandes. Donc l'intervention, comme on a pu tous le voir dans nos cours, effectivement, elle peut avoir un temps qui peut être plus ou moins long. Et là, la demande a commencé en décembre 2020 avec une première approche plutôt issue du médecin du travail, qui lui s'interrogeait en fait sur les conditions des préparateurs de commandes induisant des lombalgies. Il faisait le constat que les préparateurs de commandes avaient quand même beaucoup de problèmes de dos. Donc, elle me demande de rencontrer l'entreprise et de voir avec eux ce qui était possible de faire. Donc, je rencontre la responsable HSE. Je lui fais en fait état des remarques du médecin du travail et je lui dis qu'effectivement, elle serait intéressée pour une intervention. La responsable HSE partage tout à fait les constats du médecin, elle en fait elle-même des constats, mais elle dit que ce n'est pas sa priorité à ce stade. On est en décembre 2020, il y avait le Covid à gérer et surtout le Covid a été propice au jardinage, donc beaucoup d'équipements de jardin à vendre dans les grandes surfaces. Mais la demande a maturé de leur côté, ils ne m'ont pas oublié et c'est eux qui sont revenus vers moi en novembre 2021. À nouveau, la responsable HSE en me disant là, on est prêt pour travailler ces questions-là. Et j'aimerais que vous puissiez réaliser une étude pour les préparateurs de commandes en lien avec le port de charge, parce qu'ils font le constat en fait, qu'il y a eu plusieurs accidents de travail, dont certains liés aux chutes de colis, liés au port de carton, etc. Donc la demande d'intervention a maturé par l'entreprise pour se centrer donc, sur un périmètre et un problème de départ. Mais finalement, un problème assez large, effectivement, des préparateurs de commandes qui portent des cartons. Mon intervention s'est déroulée donc, entre décembre 2021 et finalement, on a fait un dernier point en mars de cette année, donc finalement un temps long. Mais mon intervention, à proprement parler, s'est plutôt déroulée en fait, sur 6 mois, où j'ai pu mener différentes étapes, des étapes, on va dire, assez classiques, prévues dans la proposition d'intervention, qui était plutôt de faire un diagnostic et de faire un peu déjà l'état de la situation et de voir vers quoi les solutions allaient porter, puisque la demande de l'entreprise, c'était aussi très large, plutôt des solutions, enfin voilà, des attendus plutôt techniques ou des attendus plutôt de type formation.
Donc finalement, pas vraiment de solution définie, et moi, pas vraiment de compréhension de la situation. Donc une proposition plutôt assez large. Mon intervention s'est étalée sur 6 mois, mais finalement, concrètement, ça a été 5 jours de terrain. Donc, tout à l'heure, Paul a introduit un petit peu en parlant des préparateurs de commandes. Donc, moi aussi, c'est des préparateurs de commandes qui prennent un bon de préparation et ils ont un PDA, donc une petite scanette qui leur permet d'avoir le bon de préparation informatisé et ils scannent le code barre au niveau de l'emplacement du colis. Et donc, ils partent avec leur bon de préparation et ils vont constituer les palettes avec les différents colis. Donc voilà rapidement des photos de préparateurs de commandes très classiques. Mais effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, avec une diversité de produits assez importante, donc ça peut aller du tout petit carton, du sachet, à des grands tuteurs, des choses beaucoup plus hautes et beaucoup moins faciles à mettre sur une palette. Et finalement, j'identifie assez rapidement des déterminants assez directs pouvant expliquer les accidents de travail. Effectivement, des cartons lourds, volumineux, bien souvent abîmés, tombés. Les préparateurs doivent manipuler les cartons, donc forcément on peut expliquer les problématiques liées aux lombalgies et puis des questions autour du stockage. On voit que c'est des palettes posées au sol ou sur des racks. Mais ce que j'identifie surtout à travers mes observations, c'est qu'il y a des façons de faire différentes, de constituer des palettes. Donc j'essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait que certains montent leur palette d'une façon, d'autres de façon différente. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a des approches par l'expérience et des approches aussi par le fait qu'on se fait un peu ses propres repères pour constituer des palettes. Donc là, par exemple, j'identifie qu'un expérimenté a une manière de faire, c'est-à-dire que son bon de préparation, il ne le prend pas simplement et il part dans les allées, il commence par le lire, il commence par regarder les types de produits qu'il va avoir et il ne va pas forcément suivre le bon de préparation malgré que le PDA lui demande de suivre le bon de préparation. Il va en fait aller chercher les produits qui lui semblent les plus lourds, les plus volumineux ou les plus difficiles à positionner pour commencer à préparer sa palette. Donc il ne va pas la préparer de la façon prescrite, mais il va en fait se réapproprier la manière de faire. Alors qu'un novice, elle va justement suivre cette prescription. En plus, le PDA un peu l'oblige, en tous les cas, le conditionne fortement. Donc elle va plus facilement manipuler des cartons, devoir en fait mettre, remettre, défaire, repositionner, et comme on peut voir parfois mettre des cartons sur des hauteurs assez importantes, voire dangereuses, puisque là on risque des chutes de colis. Mince, pardon. Donc là, des questions autour de la stratégie de préparation, comment un expérimenté acquiert cette connaissance et cette réflexion sur la manière de préparer sa palette, mais aussi comment les règles de métier sont partagées. Qu'est-ce qui fait que c'est une bonne palette ou pas une bonne palette, qui va respecter aussi des règles de transport, puisque certaines palettes peuvent être refusées parce que trop hautes ou parce que mal conditionnées. Comment en fait, ces règles de métier peuvent être transmises au sein d'un collectif et aussi comment les nouveaux apprennent ce métier. Donc finalement, je commence un peu à élargir cette question on va dire, de préparer une palette, de mettre des cartons sur une palette, à comment en fait on apprend à être un préparateur de commandes, sachant que c'est une entreprise, en fait, comme c'est très saisonnier, ils ont un recrutement important en début d'année, de nouveaux, pour assurer toute la période d'été. Donc finalement, des nouveaux qui arrivent juste avant la période de rush. Donc mes échanges, en fait, et mes observations me mènent sur des nouvelles hypothèses. La question des expérimentés. Je constate aussi que les expérimentés ont une manière de faire différente et qu'en plus, c'est à eux qu'on va demander de les former, enfin d'être formateurs. Donc, entre deux expérimentés, il y a des manières de faire différentes, mais pour autant, ils vont être formateurs des nouveaux. Donc, des nouveaux qui vont être formés par ces personnes, par les formateurs, qui sont désignés comme ça dans l'entreprise. Mais effectivement, des manières de former différentes et des repères qui vont être différents et qui vont être un peu flous pour certains nouveaux. Par exemple, la hauteur de palette. En fait, on sait que selon tel transporteur, ça va être à telle hauteur.
eh bien, la personne, une des nouvelles, en fait, elle levait le bras et elle disait c'est bon, je suis à la bonne hauteur. Mais est-ce que pour autant c'était la bonne hauteur? Elle se créait ses propres repères. Donc en fait, forte de cette expérience, et que ce n'était pas du tout en fait prévu au départ, même si les indicateurs pouvaient un peu aiguiller, puisque les accidents de travail étaient prioritairement pour les CDD et les intérimaires. Mais en tous les cas, ce n'était pas une hypothèse que j'avais identifiée au départ. Donc j'ai demandé à pouvoir un peu plus creuser cette hypothèse-là, en sortant des préparateurs de leur poste de travail, et de pouvoir avoir un temps de discussion et de compréhension de ces critères, de ces repères. Qu'est-ce que pour eux faire une bonne palette? Donc j'ai pu les réunir dans une salle et avoir 2 novices et 2 expérimentés pour partager ce diagnostic et rechercher avec eux des repères. Et les confronter aussi à la pratique, ça permettait aussi de voir qu'est-ce qui était pour des expérimentés et des nouveaux les critères d'une bonne palette. C'est une demande qui a été acceptée par le responsable après des échanges avec l'assistante HSE. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois que j'étais en observation, j'avais un temps d'échange avec elle, et elle a été un peu mon sponsor et mon relais en interne, puisque finalement, assez facilement, elle a été convaincue des éléments que je pouvais lui rapporter, et elle était un peu le relais en interne pour pouvoir on va dire un peu convaincre aussi sa responsable et le responsable du secteur. Donc l'intervention n'est pas réglée d'avance, on fait aussi en fonction de ce que les éléments de l'activité nous donnent, et il faut aussi savoir saisir les opportunités pour creuser des pistes. Donc des hypothèses plutôt orientées au départ vers des solutions techniques, puisque la demande c'était réduire les contraintes liées aux manutentions, et sans réellement possibilité de les supprimer ou de les automatiser. Donc finalement, comment continuer à porter des cartons sans trop se faire mal au dos? Et en fait, mes hypothèses se sont orientées en fait vers des solutions plutôt organisationnelles et des solutions plutôt en lien avec le management, et notamment la question des nouveaux, comment les nouveaux étaient formés et comment les nouveaux étaient accueillis aussi, vers la manière dont ces formateurs pouvaient former les nouveaux. Donc forcément, quand j'ai posé le diagnostic et que j'ai amené ces éléments-là auprès de l'entreprise, ils étaient un peu étonnés en fait que je les amène sur ce terrain-là, parce que ça ne faisait pas partie de leurs attendus, mais ça a pu mûrir au fur et à mesure des échanges, et quand je leur ai présenté le diagnostic, effectivement, il y avait déjà ce travail de réflexion et de maturation. Donc bien sûr, pour ne pas non plus trop les perdre à la présentation du diagnostic, je leur ai présenté des pistes plutôt techniques, voire organisationnelles, autour des questions du stockage de cartons, des séparateurs pour les cartons les plus hauts, l'organisation des racks, etc. L'idée, en fait, c'était de leur apporter une réponse, en tous les cas des éléments qui pouvaient les rassurer et ne pas les perdre. Mais aussi, c'était une manière pour moi d'ouvrir au fur et à mesure, en fait, du diagnostic très local, ce diagnostic un peu plus global pour justement élargir le champ de la transformation. Donc, je leur ai proposé en fait de les accompagner sur la construction d'un référentiel commun avec les formateurs, ensuite de construire un protocole de formation partagé et de pouvoir par la suite déployer un parcours de formation des nouveaux. Donc, ce qui me pousse d'aller vers ces questions de formation, effectivement, déjà, pendant les cours, on a eu des cours sur la didactique professionnelle, et c'est vrai que ça a été assez bluffant pour moi. Et ça m'a donné le sentiment que je pouvais aborder cette question-là. En tous les cas, ce n'était pas un sujet inconnu. Et en plus, l'année dernière, quand j'étais dans la salle, ça avait été aussi abordé lors des rendez-vous de l'ergonomie, et je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Donc déjà, en fait, un peu une forme d'assurance en me disant, bon, allez. Ensuite, quand j'ai présenté la restitution du diagnostic, effectivement, je ne savais pas comment l'entreprise vraiment allait s'en saisir et est-ce qu'elle allait s'en saisir. Et finalement, j'étais quand même portée par cette idée. En fait, on parlait de feeling ce matin, d'intuition, de sentiment, que c'était un levier important d'amélioration. Parce que je voyais bien finalement que c'était un vrai sujet. Et ça a été aussi des éléments qui m'ont été rapportés au cours de ma réunion entre les novices et les expérimentés, sur le fait que la question de l'intégration des nouveaux, la formation des nouveaux et l'appropriation des règles métiers. Et en fait, j'ai été soutenue par l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils se sont laissés prendre au jeu en disant « bah oui, en effet, c'est une question, on ne sait pas trop comment la traiter,
Voilà, mais effectivement, ça nous semble être un axe important de travail, donc OK, on y va. Et donc, ils me mettent les moyens nécessaires et s'emparent du sujet. Quels outils j'avais? Parce que forcément, je leur propose ça, mais en me disant, comment je vais faire? Donc, j'appelle un ami et puis on en parle. Donc, j'appelle un collègue ergonome qui est aussi formateur pour avoir un peu ses conseils méthodologiques, pour qu'il m'aide aussi un petit peu à structurer mon intervention, mes groupes de travail, pour aussi qu'il puisse éventuellement me partager de l'expérience. Ensuite, je construis une méthodologie. Je me dis que je ne peux pas me permettre d'y aller simplement les doigts comme ça, dans le nez. Donc, je me crée des outils, des documents de travail avec des objectifs. Je prépare mes groupes de travail, j'ai des attendus. Je prépare aussi de l'animation de groupes de travail. Enfin, voilà, j'y vais vraiment avec une caisse à outils le plus complète possible, en me disant, en fait, j'ai des objectifs de départ et je vais essayer d'amener l'entreprise et mes collaborateurs à aller sur ce sujet. Donc, pas de certitude du résultat, mais en tous les cas, j'ai l'envie de construire dans l'action, donc j'y vais. Bien sûr, j'ai l'appréhension de la première expérience, mais j'y vais quand même. Je mets mes lunettes de bain et je plonge dans le bain. Donc, je propose une démarche structurée avec 2 objectifs. Déjà, premier objectif, je souhaite que les préparateurs de commandes formateurs aient déjà en fait un regard commun sur le métier de préparateur. Parce que c'était quand même un point important, c'est que finalement, on avait beau être expérimenté, on ne partageait pas forcément le même regard. Et ensuite, c'est quelles règles de métier partager et comment je vais pouvoir les transmettre, avec une étape de progression, faire en sorte que le nouveau qui arrive puisse apprendre pas à pas en fait, cette phase de préparation de commande. Donc l'entreprise est partante sur le fait de construire un groupe pluridisciplinaire. On associe un assistant logistique parce que des questions aussi autour du positionnement des produits dans les racks pouvaient être questionnées aussi. Donc ça pouvait être aussi l'occasion de rediscuter l'emplacement de tel ou tel produit. L'assistante QHSE qui a été réellement un sponsor pour moi et elle a été vraiment une personne relais et ressource tout au long de l'intervention. Mes préparateurs de commandes qui sont également formateurs avec des anciennetés différentes. Et les 2 chefs d'équipe qui sont aussi membres CSE. Alors au début, c'était la question, est-ce qu'on intègre des chefs d'équipe ou pas? Est-ce que ça allait être un frein ou pas? Et finalement, ça a été très intéressant de les associer parce que ça leur a permis aussi eux-mêmes de partager sur le métier de préparateur. Chacun avait aussi sa représentation parce qu'avaient eux-mêmes été préparateurs de commandes. Mais finalement, on n'avait pas non plus la même perception de l'accueil des nouveaux, de comment former les nouveaux, etc. Donc c'était aussi intéressant de pouvoir les associer. Donc en termes de méthodologie, 2 réunions de travail assez rapprochées, et ça c'était plutôt bien, parce qu'à la fois ça permettait d'avoir peu de temps entre les phases de réflexion, et vraiment garder cette dynamique de réflexion d'une fois sur l'autre. Un travail complètement sorti. Alors on aurait pu aussi effectivement faire un travail sur le terrain, mais pour éviter aussi d'impacter l'activité en cours, on a fait le choix de rester en salle. Ça a été aussi un moment de partage du diagnostic, ça a été, on va dire, le point de départ de la discussion. Et on a commencé à travailler sur des outils existants, le bon de préparation par exemple. C'était intéressant de voir quels étaient les éléments qu'un préparateur devait identifier, est-ce qu'il y avait un sens, est-ce qu'il y avait des éléments qui étaient en fait parasites et qu'il fallait finalement retirer, etc. Le PDA aussi, comment on s'en sert, enfin voilà, il était intéressant d'avoir aussi toute cette phase concrète sur le métier. L'entreprise, elle, a continué le travail après, puisqu'elle a mené d'autres réunions de travail en interne sans moi. Et donc, c'est une forme d'appropriation de l'action par les acteurs de l'entreprise. Et c'était aussi intéressant de voir finalement qu'au-delà de ma présence et de mon animation de groupe, finalement, derrière, ils ont continué ce travail, ils se sont appropriés. Et ils m'ont invité à une réunion de suivi pour un peu me montrer ce qu'ils avaient produit. Et c'était intéressant d'avoir aussi ce feedback et de voir en fait comment ils avaient continué à produire des éléments sur le travail. Et donc pour moi, c'était déjà un premier indicateur de la transformation. Donc comme je vous disais, j'ai pu effectivement retourner dans l'entreprise là, très récemment,
pour avoir leur retour, en vue de préparer aussi cette journée. Donc l'entreprise a créé en fait des documents support, donc a mis en place la formation, donc a pu créer des documents support, des checklists, des fiches d'évaluation, des documents avec des photos, des modes opératoires, a pu justement vraiment formaliser tout un processus de formation. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a conçu la formation avec une démarche de progression, donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, avec des choses à valider, des points à éventuellement identifier et comment on passe d'une semaine 1 à une semaine 2, etc. Ça permettait aussi de pouvoir permettre aux nouveaux de ne pas aller trop vite en fait sur je te lâche et je te laisse faire, mais plutôt d'avoir cet accompagnement sur une période un peu plus longue. Les formateurs ont été rendus visibles, parce qu'avant ils n'étaient pas vraiment entre guillemets visibles, c'était Gérard ou Pascal qui étaient formateurs, mais là, ils ont vraiment été identifiés et donc ils ont eu une posture de formateurs plus reconnue au niveau de l'entreprise. Et la première session a été mise en place là, au début de l'année 2023. Donc l'évaluation que l'entreprise peut faire à ce stade, et un élément qui est assez intéressant, c'est qu'ils n'ont pas eu d'accident de travail depuis 200 jours. Et pour eux, c'était une première. Jamais ils n'avaient eu ça. Donc on ne peut pas dire que ce soit l'intervention qui ait permis ça, il y avait plusieurs facteurs à ça, mais en tous les cas on peut se dire que ça a contribué à faire qu'il y ait moins d'accidents de travail, en tous les cas pas depuis 200 jours. Aussi un autre indicateur qui était intéressant, c'est que le nombre de palettes refusées par le transporteur avait diminué. Alors je n'ai pas le chiffre là pour vraiment objectiver ça, mais en tous les cas c'est un indicateur aussi intéressant effectivement de se rendre compte qu'il y a eu des repères qui ont été mieux intégrés par les nouveaux. Et un retour positif des formateurs, d'avoir un cadre plus clair. Effectivement, de se sentir un peu moins seul sur la question de la formation des nouveaux, mais d'être un peu plus à la fois encadré et d'avoir un cadre plus formalisé pour pouvoir accompagner les nouveaux. Bien sûr, il y a toujours, on est sur une première fois, donc il faut, on va dire, poursuivre la validation de la méthode par les formateurs. C'est un des éléments que je leur ai suggéré, c'est de continuer à permettre aux formateurs de continuer à discuter collectivement sur leur métier, mais aussi que cette méthode reste l'objet des formateurs. Par exemple, affiner l'utilisabilité des documents construits, soutenir le principe de référentiel commun et partagé, poursuivre la mise en œuvre lors des prochaines années. C'est-à-dire que l'année prochaine, on ne part pas du principe que ça a été fait une fois et que c'est fini. Donc c'est garder en tête qu'il y a ce protocole-là. Donc là où se situent les transformations, donc pour l'entreprise, déjà un travail sur la représentation partagée du métier de préparateur, à la fois entre pairs, mais aussi par les autres fonctions support, notamment l'assistante HSE qui me disait qu'elle a appris énormément en fait, sur le métier de préparateur. Une construction collective des règles de métier, effectivement, maintenant l'idée c'était que pas chacun dans son coin, mais qu'il y ait réellement en fait, des repères communs qui soient créés. Et notamment la chef d'équipe faisait une remontée sur le fait qu'il s'est senti écouté et considéré. Le responsable du secteur et la responsable HSE ont apprécié la manière de mobiliser les équipes. Donc ça a permis l'élaboration d'un protocole de formation des nouveaux avec des enjeux importants pour l'entreprise, des enjeux de qualité, de santé, de sécurité, des enjeux organisationnels, sociaux, et puis l'élaboration d'un référentiel pour les formations. Et en fait, lors de ce retour du mois de mars, là, effectivement, la responsable HSE a confirmé qu'entre l'idée de départ qu'elle s'était fait et le résultat, ils ne sont pas arrivés là où ils avaient pensé, mais que pour eux, ça a été très satisfaisant. Pour l'entreprise toujours, une autre transformation qui était intéressante, c'est qu'ils ont aussi évolué dans l'apport de l'intervention ergonomique. Une première expérience précédente d'une intervention n'avait pas permis d'aller vers les transformations. Et donc, ils avaient des a priori sur la portée de cette nouvelle intervention. Finalement, est-ce que ça va nous apporter quelque chose ou pas ? Ils n'étaient pas très sûrs. Et ils avaient plutôt des attendus plutôt techniques. Ils m'ont même parlé d'exosquelette ou de formation geste et posture. Et finalement, après coup, pour eux, c'est une expérience à renouveler pour d'autres projets.
Et voire même, en fait, ils ont dans l'idée de dire que le plus en amont possible, sur des projets de réaménagement, de réorganisation, l'intérêt de pouvoir faire intervenir un ergonome. Et aussi des transformations pour moi, parce que forcément, ça transforme toutes les parties. Moi, ça a été aussi intéressant de faire l'expérience du réel. Effectivement, l'intérêt d'analyser l'activité pour comprendre, mais aussi pour aider à transformer. Parce qu'effectivement, moi, je pouvais apporter des éléments du travail, les questionner, les renvoyer sur le travail. Et ça permettait en fait d'enrichir la discussion, mais aussi d'éviter que ça dévie, c'est-à-dire qu'on parte trop dans des choses. Je les ramenais toujours sur des questions du travail, etc. C'était aussi une première expérience pour moi, donc j'ai préparé mes groupes, comme je vous disais, j'essayais vraiment d'arriver avec quelque chose de construit, mais finalement, les participants se sont appropriés la dynamique, donc c'était aussi une transformation du collectif, il y avait vraiment une dynamique qui se faisait entre les préparateurs de commandes. Ça a permis aussi de développer ma pratique, c'est un résultat positif, donc pour moi, une assurance de pouvoir recommencer. J'ai construit une méthodologie, mais ça reste à poursuivre, ça reste à affiner, à renforcer. Donc l'idée, c'est de poursuivre les échanges avec les pairs et avec des pairs de disciplines voisines. La limite de l'exercice, c'est que ça n'aurait pas pu se passer si l'entreprise ne s'était pas approprié en fait, le sujet. Et que finalement, la réussite, c'est aussi une réussite parce qu'eux-mêmes ont travaillé et ont pris finalement ce sujet comme un sujet important. Donc l'ergonome, pour moi, je considère qu'on a un rôle de facilitateur, de médiateur, d'animateur, mais on n'est surtout pas décideur du changement, et qu'en fait, on peut finalement accompagner ce changement, mais on ne peut pas le décréter. Donc c'est bien construire le métier, mais c'est aussi essayer de s'ouvrir le champ des possibles pour le développer, parce que effectivement, on s'adapte et on répond aux demandes des entreprises.